Merci beaucoup, madame, pour la question. Ce qui peut avoir causé les divorces FCC Cash, à mon sens, je réponds à deux niveaux. Le premier niveau, c'est en rapport avec la population. C'est-à-dire que dès le départ, au lendemain de l'élection du président Félix Tshisekedi, la population a manifesté une certaine méfiance. La population n'a pas voulu que le chef de l'État élu puisse composer avec le FCC, l'ancien système qui a dirigé. Et ça, c'est resté vraiment gravé dans la mémoire des gens. Alors, avec les consultations qui ont été initiées par le chef de l'État, en tout cas, la plupart de ceux qui étaient consultés ont demandé au chef de l'État, n'est-ce pas, de rompre avec la coalition FCC. Donc, c'est cette volonté exprimée par la population, par les différentes couches de la population, par les couches représentatives de la population qui ont fait en sorte que ce divorce-là puisse avoir lieu. Deuxièmement, il y a aussi l'apport de la communauté internationale. Vous savez, comme on dit en politique, il n'y a que des intérêts. Il y a certaines ambassades qui ont composé avec la République démocratique du Congo, qui ont bien voulu aider la RDC, mais avec des conditionnalités. Il fallait que le chef de l'État soit libre de ses alliances, soit détaché de l'ancien président Joseph Kabila pour que ces pays-là viennent en aide à la République démocratique du Congo. Donc c'est également cette diplomatie qui a agi, certains pays, certaines grandes puissances qui se sont pas imposées, mais qui sont vraiment intervenues avec force pour qu'arrive ce divorce. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Bon, personnellement, peut-être je peux décevoir, je ne pense pas que ça soit une bonne chose à mon sens, puisque vous savez, depuis 1960, le pays est passé de guerre en rébellion, et de ceci et de cela, mais au moins, pour une fois, on a eu un chef de l'État élu et son prédécesseur être vivant et puis ensemble dans le pays. Moi, je pense que on devrait capitaliser cette alternance pacifique et cette passation civilisée du pouvoir. À mon sens, il fallait coûte que les deux, le chef de l'État élu et son prédécesseur, puissent trouver intérêt d'entente, puissent dialoguer de telle sorte qu'ils puissent cheminer ensemble. Et c'est vraiment un exemple qui devrait servir de leçon aux autres nations. Puisqu'il y a des pays, vous savez, où on n'a jamais eu un ancien président qui est toujours en vie. Soit il est en vie, mais il est en exil. Mais chez nous, les deux sont ici au pays. Donc pour moi, il fallait capitaliser cet acquis au lieu de passer à un divorce. Aujourd'hui consommé, bien entendu, mais qui sur le plan de l'image du pays n'est pas une bonne image. Tout à fait. C'est tout à fait normal, c'est la conséquence logique. Aujourd'hui, il y a des frustrations. La classe politique est presque divisée. Il y a d'un côté les anges ou les saints et à d'autre côté Satan. C'est ce qui se dit. Nous ne pouvons pas travailler avec les autres puisqu'ils ont des mains sales. Donc, il y a cette symbiose-là qui ne donne pas une bonne solution. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que vous avez vu, au lendemain de la rupture, le chef de l'État n'a plus convoqué de conseil de ministres. Donc, on gère le pays comme cela aujourd'hui, sans conseil de ministres, sans décision. Et comment les ministres qui étaient là, même si aujourd'hui sont déclarés démissionnaires, ils rendaient compte à qui et de quelle façon? Donc, sur le plan économique, en tout cas, il y a eu un ralentissement de l'activité économique, puisque pas plus de grandes mesures, plus de grandes réunions, plus d'orientation. Donc, on naviguait à vue, comme si on peut parler en ces termes. Bon, à quoi peut-on s'attendre? On estime qu'il y a une union sacrée qui est née, une union sacrée, même si on dit que c'est encore au niveau des idées. L'union sacrée n'a pas encore de personnalité juridique. On ne connaît pas exactement qu'est-ce qu'on attend. Mais au moins, on voit des gens adhérer à cette initiative qu'est l'union sacrée. Alors, c'est l'union sacrée qui va peut-être déterminer le reste, qui va déterminer le mode de gouvernance du pays, qui va déterminer la ligne de conduite à suivre. Donc, le tout aujourd'hui repose sur l'union sacrée. C'est-à-dire, c'est l'union sacrée qui doit faire la démarcation dans son mode de gestion. C'est-à-dire, l'ancien régime n'égale pas le nouveau régime, n'égale pas non plus les régimes de l'union sacrée.
C'est-à-dire il faut que l'on sente que l'on est vraiment dans un état de droit où la gestion est centrée sur l'intérêt de la population, où c'est la population qui se retrouve dans cette gestion. Je crois que les choses marcheront de cette façon-là. Mais si c'est des termes vides de sens, si on doit répercuter le même mode de gestion, en tout cas, je crois qu'on ne sortira pas du tourbillon. Difficile de le dire aujourd'hui puisque lui-même c'est quelqu'un qui parle peu depuis que tout ceci a commencé. En tout cas, il n'a pas bronché, il s'est même retiré de Kinshasa, il est à Lubumbashi, il ne dit rien, il consulte à distance et ceux qui sont consultés ne disent absolument rien. Alors, il est difficile de lui prêter des intentions, on ne sait pas. En tout cas, à l'heure actuelle, objectivement, on ne sait pas. Est-ce que c'est une attitude défaitiste? On ne sait pas. Est-ce qu'il est en train de peaufiner d'autres stratégies pour revenir à la surface? On ne sait pas, difficile de le dire. Mais une chose est vraie aujourd'hui, c'est que la majorité a changé de camp. Le camp qui appartenait hier au Front commun pour le Congo, même si sur papier, ils se disent qu'ils sont encore majoritaires, mais on a vu des plénières se dessiner, on a vu le Premier ministre être déchu par une majorité qui s'est déclarée. Donc, le FCC a perdu un peu la boussole. Mais quant à l'issue, en tout cas, il serait prématuré pour moi d'avancer un quelconque argument, d'autant plus que l'initiateur du Front commun pour le Congo est resté muet là-dessus.